Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sûr Jet FM. À la réalisation de cette émission, c'est Anne-Laure Lejaune. Aujourd'hui, le propos va être résolument culturel, comme à notre habitude, plutôt le vendredi, puisqu'on a le plaisir, et il est là dans ce studio d'ores et déjà, d'accueillir quelqu'un qu'on avait accueilli il y a trop longtemps. C'est Jean-Luc Nativel. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Vous êtes auteur d'un certain nombre de livres maintenant, dont notamment le Promeneur de la Presqu'île, qui a été prix des lecteurs du Télégramme 2013. Vous êtes l'auteur aussi de Par Humanité. C'est pour cela qu'on s'était vu notamment il y a quelques années. On ne va pas compter. Effectivement. Et puis si on vous reçoit aujourd'hui, c'est parce qu'il y a comme un écho en ce début d'année plutôt tragique de l'essai que vous faites paraître aux éditions M Édité, qui s'intitule « La liberté d'expression nuit-elle à la liberté de penser ?» avec ce sous-titre « Réflexion sur la pensée unique ». C'est pas prémédité puisque finalement c'est le fruit d'une intervention, d'une conférence que vous aviez donnée dans le cadre des Rencontres de Sophie en 2014, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est une conférence en effet sur la pensée unique qui avait été donnée dans le cadre de l'abécédaire lors des Rencontres de Sophie l'année dernière. L'éditeur Stéphane Vendée des éditions Médité m'a demandé d'en faire un livre, c'est-à-dire d'étendre un petit peu la réflexion autour de cette conférence, et ça donne cet ouvrage qui a été publié en décembre. Donc j'espère qu'on ne peut pas me soupçonner évidemment de surfer sur la vague en ce moment. Enfin, j'aurais préféré avoir vraiment tort dans ce que je raconte, dans le sens où j'aurais préféré évidemment qu'il n'y ait pas les événements du début janvier. Alors avec vous, on verra quels sont les liens, finalement, les relations entre liberté d'expression, liberté de pensée, liberté de conscience sans doute, liberté tout court. C'est quoi la pensée, à partir de quoi et de quand pense-t-on ? Alors, énorme sujet, pourrait-on dire, et qui résonne particulièrement. Évidemment, il est beaucoup question de liberté d'expression, de liberté de penser. Alors, la thèse de cet essai, finalement, c'est que la liberté d'expression crée la pensée unique, ce qui peut être finalement un aspect assez contre-productif, pour le moins paradoxal. Alors, comment finalement la liberté d'expression, ouverture par excellence de la pensée, crée finalement quelque chose qui est plutôt fermé, la pensée unique ? Alors, c'est en effet très paradoxal parce que, par définition, on attendrait que la pensée unique, il n'y en ait qu'une. Or, je me suis rendu compte qu'en réalité, il y a des pensées uniques qui sont accusées comme telles par des gens de tous bords, que ce soit des gens de gauche qui vont accuser des gens de droite d'être réactionnaires parce que ne voulant pas évoluer sur des questions de société, par exemple, que ce soit des gens de droite qui vont accuser des gens de gauche parce que ne voulant pas penser, je ne sais pas moi, la culture comme étant quelque chose qui n'a pas de couleur politique notamment. Bref, je me suis rendu compte en étudiant un peu le problème que dès les origines de l'expression pensée unique, qui remonte à 1993-1995, on a des accusations de pensée unique. La pensée unique, c'est l'autre, toujours. Or, si c'est l'autre et que cette pensée unique, elle peut à la fois être de gauche ou de droite ou du milieu ou d'ailleurs, c'est donc bien que on est dans un contexte qui permet une expression d'idées, de convictions, d'opinions. Parce qu'on est en démocratie. Parce qu'on est en démocratie. Mais du coup, à partir de là, la pensée unique va vouloir s'imposer comme étant la seule qui puisse avoir une pertinence, qui veut faire autorité par le seul fait d'être énoncée. Et au bout du compte, comme dit Gustave Parking, tout le monde est contre la pensée unique, mais tout le monde en est plus ou moins la victime, le coupable. Dans un régime autoritaire, il ne peut pas y avoir de pensée unique. Dans un régime totalitaire, il y a la langue de bois, il y a la langue officielle, et puis c'est une contrainte d'ordre idéologique qui va faire que tout le monde est amené à devoir l'adopter. Alors que pour qu'il y ait pensée unique, paradoxalement, il faut qu'il y ait une diversité de choses qui soient dites et qu'il y ait la possibilité qu'on accuse l'autre de pensée unique. Voilà. Donc d'un point de vue économique, d'un point de vue sociétal, d'un point de vue idéologique, etc., il y a
plein, bizarrement, il y a plein de pensées uniques en quelque sorte. Mais qui sont les promoteurs, entre guillemets, de cette pensée unique? C'est pas les gens du peuple, c'est plutôt quoi, les journalistes, mes confrères, par exemple? Peut-être vous en premier, je ne sais pas. Peut-être. C'est vrai que, puisqu'on est dans le cadre de l'expression, de la liberté d'expression, ce sont souvent des gens qui sont habitués à l'expression, qui sont amenés à s'exprimer beaucoup. Alors c'est ce que je repère dans mon ouvrage, essentiellement les politiciens, les journalistes, tous les gens qui ont un accès aux médias, les people, pourquoi pas. Les intellectuels, généralement? Oui, voilà, ce groupe un petit peu difficile à discerner, mais on voit bien qu'on peut y mettre aussi aujourd'hui de plus en plus de gens finalement dans ce contexte. Vous dites que la pensée unique, c'est un discours qui ne pense pas. Ça, oui. C'est une expression qui m'a frappé, qui est une expression très, très lapidaire finalement. Je m'en suis rendu compte essentiellement lorsqu'on analyse ce qu'on appelle la pensée unique, par exemple, c'est l'un des exemples les plus frappants, c'est lorsque Margaret Thatcher, dans les années 80, dit « There is no alternative ». Voilà, il n'y a pas d'autre politique à faire, il faut une politique libérale et il n'y a pas de possibilité de penser même autre chose. Circuler, il n'y a rien à penser, dites-vous. Voilà, circuler, il n'y a rien à penser parce qu'on n'a pas le choix, c'est comme ça. Bien. Or, si vous le dites avec une telle autorité, ça veut dire que directement, indirectement, vous interdisez qu'on pense une alternative précisément, qu'on pense une autre manière de faire et qu'à partir de là, il est interdit d'aller y voir de plus près d'une certaine façon. Donc, il n'y a pas de... comment dire, l'expression de la pensée unique est tellement autoritaire qu'en fait, elle invite à ne surtout pas se poser la question de savoir si autre chose est possible. La pensée unique, c'est une attitude de repli, c'est ce que vous dites également. Oui, parce que alors là aussi, c'est tout à fait en phase avec l'idée qu'on est dans des démocraties qui permettent de dire beaucoup de choses, mais au bout du compte, on a une pléthore de discours qui sont possibles qu'il est difficile aujourd'hui de savoir quoi penser précisément. Et du même coup, la pensée unique est une manière de se réconforter en se disant voilà, on nous a dit qu'il n'y avait pas d'autre manière de faire, qu'il faut penser de cette manière-là. Ça peut avoir un aspect rassurant et c'est pour ça que ça tend à avoir du succès. Enfin, on se retrouve avec les autres dans une manière de penser, ou soi-disant de penser, je mets des guillemets, qui va être commune. Et précisément, par là même, ça donne un aspect un peu réconfortant à ce discours. En plus, si ça nous évite de penser trop parce qu'on a les solutions qui nous sont données par ce qui nous est dit, alors tout le monde va y trouver son compte, enfin du moins sans avoir d'efforts particuliers à fournir, quoi. La pensée unique, on a l'impression qu'elle est à l'œuvre plus que jamais ces dernières années, ces 20 dernières années peut-être. C'est quoi? Ça vient de l'uniformisation du monde. La chute du mur de Berlin a promu finalement cette pensée unique. Alors, c'est vrai que l'avantage, entre guillemets, là aussi, il faut en mettre plein, que pouvait présenter une sorte de séparation du monde en deux blocs avec des idéologies qui étaient nettement marquées comme ça. L'avantage, c'était que du moins on était dans un camp ou dans un autre. Le fait qu'il y ait cette forme d'uniformisation, de globalisation aujourd'hui, fait qu'on est beaucoup plus ramené à soi-même pour se déterminer et du coup on devient le responsable de ce que l'on pense, de ce que l'on dit, parce qu'on a accès à peu près à tout, on a accès à des tas d'informations un peu partout. Donc en effet, alors je ne veux pas dire qu'il y ait forcément une standardisation qui est déjà accomplie depuis une vingtaine d'années, depuis 25 ans et la chute du mur, mais il est vrai quand même que il n'y a plus le même succès, il n'y a plus la même force des idéologies qui permettent de choisir son camp de manière claire. On est toujours avec Jean-Luc Nativel à propos de l'essai qui vient de paraître aux éditions Méditer, la liberté d'expression nuit-elle à la liberté de penser? Finalement, la question posée par cette tuerie de Charlie, c'est est-ce que la liberté d'expression nous permet de tout dire? Alors, je ne vais pas forcément utiliser les mêmes mots que Jean-Christophe Menu, qu'on vient d'entendre. Et puisque je voudrais
Moi, je voudrais évoquer le fait que dans tous ces événements, dans tout ce climat qui a régné là depuis un mois, il y a énormément il y a énormément de paradoxes, de malentendus, presque de quiproquos aussi parfois. Alors c'est vrai, il a raison de dire je suis Charlie. Il le dit comme si c'était une évidence, et il y a des gens qui ont considéré qu'il n'était pas Charlie et qui l'ont expliqué, qui ont expliqué pourquoi, et qu'on peut entendre. Et qu'on peut entendre, enfin qu'il faut entendre. Il y a pas autant, je crois, on peut déplorer des mouvements d'enthousiasme massif, etc. Autant il faut les déplorer peut-être dans tous les sens. Enfin, moi, j'ai participé aux marches du dimanche qui a suivi. Il n'y a pas de souci, je me sens impliqué là-dedans, mais il ne faut pas non plus que on accuse les uns et les autres d'y aller pour de mauvaises raisons ou je crois que les choses sont beaucoup plus complexes. Je cite à la fin de mon livre une phrase d'Einstein qui dit il faut simplifier mais pas trop. Et je crois qu'il ne faut pas tomber non plus dans une forme de simplification où il faudrait que d'un même élan, tout le monde... Je crois qu'on a des raisons. Vous voyez, je vais vous citer un quiproquo qui me semble tout à fait intéressant, mais c'est tant mieux parce que ça fait fonctionner un livre. Mais il semblerait que depuis quelques semaines, il y a un livre qui a un succès fou depuis la marche du 11 janvier. C'est le traité sur la tolérance de Voltaire. Ce qui est formidable, sauf que ça n'a strictement rien à voir avec la question de la liberté d'expression comme on l'entend aujourd'hui, puisque c'est une question, c'est sur l'affaire Calas en fait, et donc sur l'exécution d'un protestant, etc. Enfin bon, donc il y a un quiproquo, mais c'est tout à fait intéressant. Il faut juste prendre conscience que si on a voulu exprimer notre émotion, je crois qu'il faut bien accepter cette idée qu'on n'y a pas forcément les mêmes raisons. On a la même émotion peut-être, mais peut-être que ça se verbalise de manière très différente pour les uns et les autres. Et c'est tant mieux, et c'est le but du jeu en fait. On va revenir à votre livre, on ne quitte pas cette question vraiment essentielle de la liberté d'expression, de la liberté de penser. Un autre aspect du propos de votre livre, la liberté d'expression nuit-elle à la liberté de penser, c'est que l'égalité nuit à la pensée, en ce sens que finalement toutes les opinions désormais se valent. Vous pouvez développer Alors, le problème de la notion d'égalité, je vais commencer par baliser le terrain un tout petit peu. Je suis un profond démocrate, profondément attaché à l'égalité des citoyens, des individus en droit, etc. Bon. Le problème de la notion d'égalité, c'est qu'en elle-même, elle ne dit pas grand-chose. C'est toujours une égalité de quelque chose. Égalité de droit, égalité de salaire, égalité de fonction, égalité de... Voilà, il faut toujours ajouter quelque chose derrière. La difficulté, c'est que... Bon, ça, déjà, Aristote l'avait pensé au IVe siècle avant Jésus-Christ, à savoir que le problème de l'égalité, c'est qu'on peut avoir tendance à l'étendre un peu à toute chose. L'égalité des droits étendue à l'égalité des salaires, ça peut devenir quelque chose d'absolument affreux, ça devient un régime autoritaire. L'égalité au sens moderne du terme, on a tendance aussi à l'étendre, par exemple, à la valeur des propos que nous tenons. Et du coup, parce que nous avons des moyens techniques pour parler, pour nous exprimer, on peut avoir tendance facilement à croire que parce que nous sommes égaux en tant que citoyens, nous avons un accès égal aux propos que nous pouvons tenir et diffuser. Or, il se trouve que vous avez forcément des inégalités de pertinence dans les propos qui sont parfois tenus. Vous avez des gens qui réfléchissent mieux que d'autres, plus lentement que d'autres, qui ont plus d'ouverture que d'autres, etc., etc. Et donc, à partir de là, on a tendance à croire que toutes les opinions se valent, et moi, à mon sens, c'est un drame, cette question-là, parce que non, je ne crois pas. Enfin, je crois que si on considère que toutes les opinions se valent, alors il y a plus de possibilité de discriminer au sens positif du terme, c'est-à-dire de dire non, ça c'est bien, ça c'est mal, même si c'est pas dans une démarche moralisatrice, hein. Mais simplement, il y a des opinions qui sont moins bonnes que d'autres, me semble-t-il. Et vous dites d'ailleurs dans votre livre que finalement, il y a le risque de passer de la verticalité, c'est-à-dire la hiérarchie du discernement qu'il y a derrière, de cette discrimination, à l'horizontalité, cette égalité où tout se vaut. Et vous faites référence d'ailleurs à Tocqueville, où on risquerait de passer du principe de l'égalité à la passion de l'égalité. Voilà, c'est ça. La passion de l'égalité, c'est vouloir qu'il y ait de l'égalité en toute chose. Bon, et à partir de là...
la verticalité semble totalement dévalorisée aujourd'hui. C'est absolument, c'est mal, c'est mauvais. Il faut s'en garder en permanence. Mais la verticalité, c'est quoi? C'est lorsque j'entends quelqu'un de très compétent faire une conférence, discourir, etc. J'apprends des choses. Enfin, je ne me mets pas à sa place. Et ce que j'ai à dire, moi, si j'ai à dire quelque chose, n'a pas nécessairement la même valeur que ce que le spécialiste peut avoir à dire. De la même manière que quelqu'un qui a une fonction, il a une fonction que je n'ai pas, etc. L'horizontalité, c'est cette tendance que je crois nous avons un peu en ce moment, qui est de dire finalement ce que j'ai à dire vaut bien ce que l'autre a à dire. Je crois que on manque singulièrement de conscience de soi, de bonne foi aussi par rapport à soi-même, pour pouvoir se dire non, là, sur ce point-là, je suis moins compétent, je n'ai pas à me comparer à un tel ou à un tel. Ça ne veut pas dire qu'on doive passivement attendre que les autres nous éclairent en permanence, mais ça veut dire qu'au moins, je crois que le premier effort, c'est d'essayer de comprendre à quelle place on se situe et que ce n'est pas un mal parfois que de se dire bon, là, j'ai peut-être à apprendre des autres. On est un peu sous l'emprise, voire sous l'empire du moi-je, son point de vue singulier, centré sur son intérêt, ça c'est une expression que vous utilisez, voilà, son intérêt propre qui pourrait valoir, enfin on essaie de le faire valoir comme un instrument d'analyse pertinent alors que c'est pas le cas. Oui, moi j'avais été frappé une fois, c'était lors d'un documentaire sur... je crois que c'était Vincent Payon qui était l'objet de ce documentaire et qu'on suivait lors d'une campagne électorale. Et alors on le voit un moment, un soir, sur une scène entouré de 2 ou 3 de ses conseillers. Et il répond à des questions dans le public et il a 2 ou 3 questions. Et comme il a un micro au revers de sa veste, on l'entend dire mais c'est quoi ces questions moi je. C'est-à-dire qu'en fait on a un peu tendance à dire voilà... je suis animateur de radio à Nantes. Qu'est-ce que vous allez faire pour moi? C'est pas ça la politique. La politique, ça peut pas être l'intérêt de tous, comme dit Rousseau. Si c'est l'intérêt de tous, ils sont tous incompatibles entre eux, les intérêts des uns et des autres. Donc c'est l'intérêt général, et l'intérêt général, c'est une politique qui ne peut pas, s'intéresser à chacun comme ça. C'est d'ailleurs ce qui me frappe aujourd'hui dans les émissions politiques, lorsque dernièrement le président de la République a participé à une émission de télévision et qu'il a eu affaire à une dame qui était au chômage, je crois. On a appris que dès le lendemain, elle n'était plus au chômage. Ça me choque, moi, profondément. Enfin, je veux dire, je suis pas là avec mon panier pour faire mes courses. Donc, je crois aussi que les politiques, malheureusement, donnent un peu le bâton pour se faire battre parce que ce genre de choses me semble assez contre-productif quand même, ce genre de conduite. Le moi-je, il est aussi étayé, promu, j'allais dire, par un outil formidable, mais qui a un revers de sa médaille, c'est Internet. Avant, on a eu, vous le dites aussi dans votre livre, La liberté d'expression nuit-elle à la liberté de penser, je rappelle ce titre, la Bible, les livres, les journaux, eh bien, faisaient en sorte que les citoyens se forgeaient leur esprit critique et délibéraient publiquement des questions politiques. Maintenant, avec Internet, on produit soi-même, on diffuse, et puis on trouve confirmation forcément de sa pensée, et n'importe qui peut avoir confirmation de n'importe quoi. Ouais. C'est le mal du siècle, peut-être. Oui. De ce point de vue, là, de la liberté d'expression de pensée. De ce point de vue-là, oui. Encore une fois, la liberté d'expression, c'est un bien qui est absolument essentiel, hein, qu'il faut préserver. Mais alors, précisément, pour pouvoir le préserver, il ne faut pas qu'il devienne n'importe quoi, ce bien. Or, ce bien qu'est la liberté d'expression devient n'importe quoi lorsque il ne sert plus à dire des choses et à entendre des choses qui peuvent nous informer, nous cultiver, nous grandir, nous élever. Mais ce bien devient négatif lorsque, dans le sens inverse, il permet à tout le monde de prétendre, de croire qu'il peut prétendre informer les autres, cultiver les autres, ou du moins chercher chez les autres une sorte de confirmation de ce qu'on pense. Et c'est ce que Tocqueville déjà, c'est étonnant parce que les grands philosophes sont toujours en avance, ils ont toujours compris avant les autres. Tocqueville explique bien qu'en effet, le problème le risque que présente la démocratie, qui encore une fois est un régime absolument formidable, même si Churchill disait bien c'est le pire de tous, à l'exception de tous les autres. Mais Tocqueville déjà montre bien que l'esprit dans la démocratie consiste à chercher chez les autres une confirmation de l'opinion que l'on a déjà soi-même.
et non plus donc à chercher de quoi s'informer, de quoi se cultiver soi-même. Donc c'est le risque que nous courons, je crois, de manière très sensible aujourd'hui. Et voilà pourquoi, donc si on doit évidemment, me semble-t-il, être attaché à la liberté d'expression, sinon je ne serais pas à ce micro aujourd'hui, sans doute, on doit veiller à préserver le trésor. En quoi ça consiste? Vous êtes un intellectuel, Jean-Luc Datival, vous êtes un auteur, j'ai cité certains de vos livres. Dans cette histoire-là, finalement, cet égalitarisme de la pensée, la figure de l'intellectuel, elle perd de son prestige, de son aura. L'intellectuel ne devrait pas faire comme Sartre, finalement, en son temps, descendre dans la rue. On l'entend peu depuis quelques années, justement. Oui, enfin, on l'entend peu, ou alors on l'entend trop, ou alors on l'entend dans un contexte qui n'est pas nécessairement fait pour lui. La surmédiatisation aujourd'hui fait que on peut passer d'une émission dans laquelle on va interroger un intellectuel ou deux intellectuels avec d'autres invités. Le discours va pouvoir être confondu peut-être avec un discours de divertissement. Enfin, vous avez aujourd'hui beaucoup d'émissions, par exemple. Je regarde un peu la télévision et vous avez beaucoup d'émissions dans lesquelles vous allez avoir un intellectuel qui va avoir la parole pendant 3-4 minutes et puis il y a une coupure de pause entre les deux et puis on va passer ensuite au chanteur qui a sorti son dernier album. Enfin, il y a un peu une confusion des genres en quelque sorte. Et il se trouve que du coup, il y a une sorte de marginalisation, me semble-t-il parfois, d'émissions ou du discours de l'intellectuel parce que ça demande un minimum de conditions. C'était Pierre Bourdieu qui avait travaillé là-dessus quand il a été invité à diverses reprises à la télévision. Il a écrit un petit livre absolument formidable qui s'appelle Sur la télévision, dans lequel il explique qu'en fait, par exemple, une émission de télévision et donc les outils médiatiques aujourd'hui sont parfois plus faits pour la télévision elle-même que pour l'intellectuel qui vient y parler. C'est un véritable problème, ça. Non pas simplement la parole de l'intellectuel, mais la réceptivité de cette parole dans la société hyper-médiatique dans laquelle on se trouve. C'est la liberté de penser qui produit la liberté d'expression ou c'est l'inverse? C'est quoi la causalité, la relation de cause à effet d'ailleurs? C'est dans quel sens ça marche? Alors, j'ai combien de temps pour développer ça? J'ai 3 pas jours. Assez, vous reviendrez, Jean-Luc Nativel. J'ai pas 3 jours devant moi. Bon, comment dire? Si on en croit une de mes références principales qui est Emmanuel Kant, le grand philosophe des Lumières, la liberté de penser ne peut même pas se développer s'il n'y a pas une possibilité d'échange avec les autres. La liberté de penser, c'est penser avec les autres forcément, auxquels nous communiquons nos pensées et qui nous communiquent les leurs. Donc la liberté d'expression est véritablement pensée là comme le véhicule, le moyen de développer la liberté de penser. Penser, c'est penser avec les autres. Penser, c'est penser avec les autres. Penser, si vous croyez pouvoir penser tout seul dans votre coin, une des formules importantes de Kant, c'est penser par soi-même. Si on entend par là penser tout seul dans mon coin, c'est tout sauf penser, ça. Parce que c'est simplement se conforter dans ses préjugés, etc. Je ne commence à penser que quand je m'ouvre à des manières de penser différentes. Bon, donc lorsque je suis capable de modifier ma manière de penser. Il y a forcément ça dans l'idée de penser. Penser, c'est forcément accepter par avance d'être susceptible de modifier ce que je croyais penser et ce que je croyais pertinent jusque-là. Donc l'expression est absolument fondamentale et les deux sont combinés à partir de là. Maintenant, si on valorise trop la liberté d'expression ou la capacité qui nous est donnée, la possibilité qui nous est donnée de nous exprimer, on risque de croire à l'inverse que quoi que je dise parce que j'ai le droit de le dire peut apparaître comme de la pensée. C'est précisément ce problème-là que j'ai voulu comprendre, que j'ai voulu traiter. Il me semble que justement, on ne commence à penser que quand on est conscient de ce que l'on pense. C'est l'homo sapiens sapiens, il sait qu'il pense. Et à partir de là, lorsque je dis quelque chose et que je crois qu'il s'agit de la pensée, je finis par ne plus véritablement penser au départ. Donc, c'est toujours le problème de ce qui est positif, c'est que si on va à l'excès de cet élément positif, on peut le retourner en quelque chose de totalement négatif. Donc l'expression, la liberté d'expression est essentielle à la liberté de penser, qui peut se former comme cela, mais peut-être qu'il faut penser à l'usage que nous faisons de cette liberté d'expression pour ne pas oublier qu'en préalable, il est nécessaire quand même de penser réellement.
Vous avez 10 secondes, mais penser, c'est faire un effort et avoir de l'audace. Ah, je pense que penser, ce n'est pas penser à quelque chose. Donc dire quelque chose, ça n'est pas nécessairement penser. Je crois que penser, c'est d'abord faire preuve du courage qui consiste à se dire, est-ce que je pense vraiment quand je crois penser? C'est avoir conscience de l'effort qu'on a dû faire pour y arriver en tous les cas. Tout à l'heure était évoqué le fait que pour penser, il fallait faire un effort, il fallait avoir de l'audace, il faut avoir aussi de l'humilité pour penser. Ah oui, oui, une grande humilité, oui. Enfin, tout le monde connaît la phrase de Socrate, je sais que je ne sais rien. C'est une phrase d'une très grande humilité et qui signifie, en fait, encore une fois, la chose la plus facile, c'est d'être victime d'une illusion, de l'illusion qu'on sait ou qu'on pense ou qu'on a raison. Il suffit de croire qu'on a raison pour que tout à coup, les autres n'aient plus droit à la parole et à la réflexion, à la critique. C'est justement là que ça commence. C'est ce premier effort, il n'est pas à faire sur les autres, il est à faire sur soi. C'est une évidence. Merci Jean-Luc Natizel. Merci à vous. Merci à Anne-Laure qui a réalisé cette émission.